Calendes d'octobre 120 de notre ère. Le port d'Ostie. L'air est épais et lourd, une couverture humide tissée d'embrun salé, de tuiles d'argile chauffées par le soleil et de l'odeur âcre et inconnue du garum, la sauce de poisson fermenté que les Romains semblent converser sur tout. Pour Vologases, envoyé principal du roi des rois Parthes, Osroès Ier, l'odeur est la première agression de ses sens. La seconde est le bruit. C'est une cacophonie implacable et grinçante, le crissement des charrettes en bois, le chant rythmé des esclaves transportant des amphores du ventre d'un massif navire marchand de grains, les ordres secs d'un centurion dirigeant ses hommes et le brouhaha d'une centaine de langues qu'il ne parvient pas à identifier. Il se tient sur le pont de la trière rhodienne qui les a amenés à travers la Grande Mer, ses robes de soie fine, teintes d'un indigo profond, lui donnant une impression d'absurdité. À ses côtés, son jeune aide, Artabanus, déplace son poids, sa main reposant instinctivement sur la garde de son épée courte. Ils sont comme des fourmis, murmure Artabanus en Parthe, son regard balayant les docks chaotiques. Organisés, oui, mais des fourmis néanmoins, toutes affairées, sans âme. Vologases ne répond pas. Il observe un homme, une figure immobile dans le chaos tourbillonnant. Le Romain se tient au pied de la passerelle, flanqué de 2 licteurs imposants tenant leurs faisceaux. Il ne porte pas l'armure segmentée d'un légionnaire, mais la toge blanche et épurée d'un magistrat. Sa bande pourpre le marquant comme un homme de rang sénatorial. Les bras croisés, son expression est indéchiffrable. C'est leur accueil officiel. C'est le tribun Quintus Fabius Maximus. Alors qu'ils descendent, les planches de bois gémissant sous leurs bottes, les yeux du tribun croisent ceux de Vologases. Ils sont gris, comme la mer par un matin d'hiver, calmes, mais avec une force profonde et froide. « Salvet legati », dit Quintus, sa voix égale et dénuée de toute émotion discernable. Son latin est formel, précis. Au nom de l'empereur Hadrien, César Traianus Hadrianus Augustus, je vous souhaite la bienvenue en Italia. Votre voyage fut acceptable. Vologases, maître des subtils cours de Ctésiphon, incline la tête juste ainsi. Il le fut, tribun. La mer obéit aussi à votre empereur, semble-t-il. Un éclair de quelque chose, de l'amusement, peut-être, traverse le visage de Quintus avant de disparaître. La mer obéit à Neptune. L'empereur s'assure simplement que les pirates qui la troublent soient trop crucifiés. Il fait un geste vers une procession qui attend. Ce n'est pas le grand déploiement de chars dorés et de chevaux caparaçonnés qu'ils auraient bien pu attendre. Au lieu de cela, il y a plusieurs litières, drapées et portées chacune par 8 germains massifs au visage sévère, et une escorte montée des équites singulares Augusti, la garde à cheval de l'empereur. Leurs casques sont polis jusqu'à un éclat de miroir. Leur armure à écailles étincelle. Ce n'est pas un accueil de décadence, note Vologases. C'est un accueil de puissance brutalement efficace. La ville attend, déclare Quintus, non pas comme une invitation, mais comme un fait. Le voyage d'ici fait 30 000 pas. Nous voyagerons sur la Via Ostiensis. Il se tourne, sans attendre de réponse, ses mouvements économiques et sûrs. La délégation Parthe, habituée au rituel fluide de sa propre cour, est momentanément laissée en arrière, une petite île de soie et d'argent dans un océan romain de laine, de cuir et de fer. Artabanus ricane à voix basse. Pas de cérémonie. Ce sont des barbares. Mais Vologases voit les choses différemment. Il voit les massifs brise-lames domptant le port, le phare imposant, les entrepôts s'étendant sur ce qui semble être 1 kilomètre, chacun portant un sceau officiel. Ce n'est pas de la barbarie. C'est un système, une machine. Et alors qu'il monte dans la litière, les rideaux le coupant du soleil italien aveuglant, il ressent un frisson d'appréhension. Ils étaient venus évaluer la force du nouvel empereur, voir si l'homme qui avait si volontiers abandonné les conquêtes de Trajan en Mésopotamie était faible. Mais Ostie
Ostie ne semblait pas faible. Elle ressemblait au cœur infatigable et broyeur de quelque chose d'infiniment vaste. Le monde à l'intérieur de la litière est fait de sons étouffés et de balancements rythmiques. Le pas régulier et puissant des 8 porteurs germaniques est un battement constant et percussif sur la route pavée de pierre. La poussière, fine comme de l'ocre en poudre, s'infiltre à travers les rideaux de lin, recouvrant tout d'un fin film et portant l'odeur sèche et terreuse de la campagne italienne. À travers les interstices, le monde est une procession vacillante de cyprès, de tombeaux de marbre et d'un ciel bleu implacable. Artabanus, agité et en sueur dans la chaleur confinée, écarte un rideau. Cette route, elle ne finit jamais. Et les tombes, elles bordent le chemin comme pour nous menacer. Ne savent-ils pas honorer leur mort avec une dignité tranquille ? Vologaz, les yeux fermés, n'a pas besoin de regarder. Il a senti la route, pas seulement vu. Ce n'est pas une menace, Artabanus, c'est une déclaration. Chaque tombe appartient à une famille puissante. Elle déclare que leur influence s'étend au-delà de la tombe et que leur héritage est lié à cette route, l'artère même qui nourrit leur ville. Elle surveille toujours. Il ouvre les yeux, son regard vif, et ne néglige pas la route elle-même. Ressens-la. Artabanus fronce les sourcils, incrédule. Il n'y a pas de chaos, poursuit Vologazès, la voix basse. Pas de secousse dans la boue ou les ornières. Pendant 30 000 pas, c'est aussi lisse que le sol de la salle du roi à Ctésiphon. Les pierres sont ajustées si étroitement qu'une lame de couteau ne pourrait passer entre elles. Pensez à la main-d'œuvre. Pensez à l'ingénierie. Ils ont pavé un chemin pour que leurs légions marchent à toute vitesse, pour que leurs grains arrivent sans faute. Cette route est une arme, aussi sûrement qu'un gladius de cohorte. Comme si ces paroles l'avaient invoqué, le bruit extérieur change. Au rythme cadencé de leur porteur se joint une cadence plus lourde et plus disciplinée, un bruit unifié et grinçant de sandales cloutées sur la pierre. Vologazès écarte complètement le rideau. Vers eux, de l'autre côté de la route, marche un centurion de légionnaires. Ce ne sont pas les gardes polis du palais de la ville, ce sont des vétérans, leurs visages tannés et ridés par le soleil d'une lointaine frontière. Leur armure segmentée, la lorica segmentata, est éraflée et usée, mais fonctionnelle. Leurs grands boucliers incurvés, les scuta, sont peints de l'emblème de la 2e légion, Traiana Fortis, une figure herculéenne. Ils marchent comme un seul organisme, leurs pilas reposant uniformément sur leurs épaules, leurs centurions marchant à leur côté, son casque à crête transversale marquant son rang. Ils ne jettent même pas un regard sur le cortège diplomatique. Ils sont un fleuve de fer, coulant du cœur de l'Empire à son bord, et les envoyés partent ne sont qu'une feuille flottante dans son courant. Quintus Fabius Maximus, qui chevauchait son solide hongre à côté de la litière de tête, remarque l'attention de Vologazès. « Un transfert, dit-il, sa voix portant facilement par-dessus le vacarme, de Germanie supérieure. L'empereur croit à l'entraînement croisé de ses légions dans différents climats. Cela les endurcit. »« Une politique sage ?» répond Vologazès, son masque de diplomate fermement en place. Plus loin, une nouvelle merveille fend le paysage. Une série d'arches impossiblement hautes marchant en ligne droite vers l'horizon brumeux. « L'Aqua Virgo », déclare Quintus, anticipant la question. Elle apporte l'eau aux bains et aux fontaines de la ville, l'une des 11. Artabanus regarde, son arrogance antérieure cédant enfin à un silence stupéfait. En partie, l'eau était un don des cieux, un trésor à thésauriser des puits et des rivières. Les Romains construisaient simplement leurs propres rivières, leur ordonnant d'aller où ils le voulaient, tenus en l'air sur des jambes de pierre. Le voyage continue, une démonstration implacable du contrôle romain sur le monde naturel. Des fermes, soigneusement quadrillées et irriguées, s'étendent de part et d'autre. De petits hameaux, chacun avec son propre forum et son temple, se regroupent autour de la route. Des messagers sur des chevaux rapides galopent, leurs manteaux flottant au vent. Toute la campagne semble domptée,
organisée et soumise à la grande destination qui se trouve devant. Et puis, ils franchissent une légère élévation sur la route, et ils la voient, Rome. Ce n'est pas une ville. C'est une nouvelle géographie. Une chaîne de montagnes artificielles de toits de tuiles rouges, de marbre blanc et de briques beiges qui remplit tout le bassin entre les collines lointaines. L'échelle est obscène, un acte de pure défiance contre les dieux. Elle s'étend, une créature vivante et respirante de pierre et d'humanité, plus grande que Ctésiphon, plus grande que Babylone, plus grande que tout ce qu'ils auraient pu concevoir. L'air au-dessus d'elle scintille de la chaleur et de la fumée d'un million de foyers. Un rugissement bas et continu, le son de plus d'1 million de personnes vivant, respirant et criant en un seul endroit, leur parvient même ici, à 1 mile de la porte la plus proche. Vologazès sent un nœud froid se resserrer dans son estomac. C'était le monstre que Trajan avait déchaîné sur eux. Et Hadrien, l'homme qu'il avait soi-disant dompté, en était maintenant le maître. Alors que leur procession commence la dernière descente vers la Porta Ostiensis, ils réalisent que leur mission n'est plus de jauger la faiblesse de l'empereur, mais de comprendre d'une manière ou d'une autre la source impossible de sa force. Passer par la Porta Ostiensis, c'est comme être avalé. Le ciel ouvert et les collines ondulantes ont disparu, remplacés par la verticalité pure et écrasante de la ville. Les immeubles de logement, les célèbres insulae romaines, s'élèvent de chaque côté de la rue, 5, 6, parfois 7 étages de haut, se penchant tellement sur la ruelle étroite qu'ils se touchent presque. Le bruit, un rugissement lointain venu de la colline, est maintenant une agression physique. Un mélange assourdissant et chaotique de vendeurs vantant leurs marchandises, d'enfants criant, de chiens aboyant, et du grondement incessant et irritant des roues cerclées de fer sur les pavés de basalte. L'air, épais auparavant, est maintenant un ragoût suffocant. La puanteur de la sueur, du vin bon marché, du chou qui cuit et de la touche d'ammoniac omniprésente des ateliers des foulons est accablante. Vologaz ramène la soie de sa robe plus près de son visage, un geste futile. Il voit des visages qui regardent par chaque fenêtre crasseuse, hommes, femmes, enfants, esclaves, une mer d'humanité entassée dans ses ruches de briques et de bois. C'est une ville qui vit sur elle-même, une énergie frénétique et désespérée qui vibre dans les pierres mêmes. Quintus les éloigne de la voie principale, guidant la procession dans un labyrinthe de rues plus petites. Il passe devant la vaste masse circulaire du théâtre de Marcellus, sa façade voûtée, résonnant des sons d'une répétition à l'intérieur. Il navigue dans le forum boarium animé, le marché aux bestiaux, où le sol est un mélange traîtreux de boue et d'excréments, et où l'odeur des animaux vivants se mêle à l'odeur sanglante et métallique des étals de boucherie voisins. Ici, le commerce brut et indompté de l'Empire est pleinement exposé. Des marchands d'Hispanie discutent en des prix avec des hommes d'Alexandrie. Un marchand syrien, à la barbe sombre et aux yeux connaisseurs, essaie de vendre à Artabanus un flacon de parfum exotique, que Quintus repousse d'un geste dédaigneux du poignet. Les invités de l'empereur sont logés sur le Palatin, les informe le tribun, sa voix perçant le vacarme. Mais votre voyage a été long. D'abord, on vous offrira la courtoisie des thermes. Les thermes ne sont pas ce que Vologacès attendait. Les thermes de Trajan ne sont pas un bâtiment, ce sont une ville dans la ville. Ils entrent dans un vaste complexe de marbre et de mosaïques, la misère chaotique des rues disparaissant comme par magie. L'air est chaud et chargé de la douce odeur d'herbe et d'eau chauffée. Des Romains de toutes formes et de toutes tailles, des sénateurs au ventre rebondi aux soldats cicatrisés, se déplacent dans les différentes salles. Le tépidarium, salle tiède, le caldarium, salle chaude, le frigidarium résonnant et caverneux, bain froid. Des esclaves répondent à tous leurs besoins, grattant leur peau avec des strigiles, massant leurs muscles avec des huiles parfumées.
C'est ici, dépouillés de leurs atours et de leurs rangs, que les Parthes se sentent le plus vulnérables. Ils sont pâles et frêles à côté des corps bronzés par le soleil et musclés des Romains. Artabanus, toujours fier, tente de garder son sang-froid, mais est visiblement intimidé par la nudité décontractée et la confiance aisée et sonore des hommes qui les entourent. Vologase, cependant, comprend la stratégie. Ceci aussi est une démonstration de puissance. C'est une manifestation de la richesse de l'État, de sa capacité à offrir cet incroyable luxe non seulement à l'élite, mais aussi au peuple. C'est un outil d'hygiène, de cohésion sociale et de renforcement du mode de vie romain. Il conquiert la saleté et la maladie, tout comme il conquiert les terres étrangères. Alors que le soleil commence sa descente, peignant les hauts plafonds voûtés de teintes orangées et violettes, Quintus réapparaît, vêtu d'une tunique de soirée simple mais élégante. « La journée n'est pas encore terminée », annonce-t-il. « L'empereur pense que vous devriez voir le nouveau visage de Rome, celui qu'il construit. » Ils ne sont pas conduits dans un palais, mais reconduits dans la ville. Mais la ville se transforme. Alors que le crépuscule s'installe, une nouvelle armée commence son travail. Des esclaves parcourent les rues, portant de courtes échelles et de petits pots en terre cuite. Un par un, ils s'arrêtent aux supports fixés au mur des insulae et des grands bâtiments. Des pots, ils sortent de petits disques en terre cuite avec un bec à une extrémité et un trou de remplissage à l'autre, des lampes à huile. Avec une efficacité rodée, ils les remplissent d'huile d'olive, taillent les mèches de lin et les allument avec une torche. Au début, ce ne sont que quelques points de lumière épars, comme des étoiles solitaires dans le crépuscule qui s'approfondit. Mais le processus se répète, rue par rue, quartier par quartier. Ce qui était autrefois une plongée dans la peur primordiale de l'obscurité devient une retraite calculée et organisée de la nuit. Les ruelles étroites et menaçantes sont adoucies par une chaude lueur jaune. Les grandes façades des temples et des places publiques sont mises en relief dramatique, leurs colonnes de marbre et leurs frises sculptées apparaissant plus majestueuses qu'elles ne l'étaient sous la lumière crue du jour. C'est un processus aussi discipliné et implacable que la marche d'une légion. Vologase regarde, fasciné, tandis qu'un quartier entier de la ville, l'un des nouveaux développements d'Adrien près du champ de Mars, commence à scintiller et à luire. C'est un acte d'une arrogance à couper le souffle. Artabanus se tient à ses côtés, la bouche légèrement entr'ouverte. « Par le feu de Mithra », murmure-t-il. « Qu'est-ce que c'est » Quintus, debout derrière eux, laisse un sourire fin et glacial effleurer ses lèvres. « Ceci, envoyé, dit-il, sa voix empreinte d'une fierté tranquille et inébranlable, c'est la civilisation. À Rome, le soleil ne se couche que lorsque l'empereur le commande. » L'ampleur de la chose est ce qui brise le sang-froid diplomatique de Vologases. Ce n'est pas une seule rue éclairée par des torches pour une fête, pas quelques braseros pour éloigner le froid. C'est un système, c'est une infrastructure. Il observe les allumeurs de lampes, une armée d'entre eux, se déplacer avec le rythme régulier de légionnaires en longue marche. Il couvre les artères principales, les vicis qui serpentent à travers les denses blocs résidentiels et les espaces ouverts des forums. La lumière déborde des portiques des temples, illumine les visages des statues et se répand sur les marches de pierre des basiliques. « Combien d'huile cela ?» requiert-il, demande Artabanus, sa voix à peine un murmure, la question s'adressant plus à lui-même qu'au tribun. Quintus, cependant, l'entend. Il détourne son regard de la ville illuminée vers le Parthe. L'Annone. La distribution de grains qui nourrit la ville fournit également une mesure d'huile à chaque citoyen. Ce que vous voyez n'est que le surplus. La Bétique, en Hispanie, nous approvisionne. Tout comme l'Afrique. Nos navires ne sont jamais vides. La déclaration est factuelle, livrée sans la moindre trace de vantardise, ce qui la rend d'autant plus dévastatrice. Il ne parle pas seulement de lumière, il parle d'une chaîne logistique qui s'étend sur toute la Méditerranée.
d'une conquête de la distance et de l'approvisionnement qui rend cette conquête de l'obscurité possible. Chaque flamme vacillante est un témoignage de 1000 milles de routes romaines, d'une centaine de ports sûrs et d'une marine qui a nettoyé la mer de toutes les menaces. Vologazès regarde les visages des gens dans les rues. La nuit n'a pas vidé la ville, elle en a simplement changé le caractère. Là où il y aurait des ombres et de la peur à Ctésiphon, ici, il y a de la vie. Des tavernes, leurs portes grandes ouvertes, déversent des mares de lumière plus vives et plus chaudes sur les trottoirs. Les sons de rire, de dés et de musique se mêlent au bourdonnement général. Des familles se promènent sous les lampes. Des enfants se poursuivent dans des endroits qui seraient un refuge pour les coupe-jarrets et les voleurs dans n'importe quelle autre ville du monde. Les vigiles urbani, la garde de la ville, patrouillent par groupes de 7, leurs casques de cuir et leurs épées courtes captant la lumière des lampes. Ils se déplacent avec une autorité décontractée, leur présence étant un moyen de dissuasif mais pas une force oppressive. Ils ne chassent pas les criminels dans l'obscurité, ils patrouillent une place publique illuminée. Quintus les mène à un point de vue plus élevé, le toit d'une basilique nouvellement construite dans le district. De là, l'effet est stupéfiant. Rome est un océan de lumière. Les 7 collines sont délimitées par la lueur et le Tibre est un ruban noir traversant un tapis scintillant d'or. C'est beau, mais c'est une beauté terrifiante. La force d'une ville était autrefois mesurée par la hauteur de ses murs, le nombre de ses soldats. La force de Rome résidait dans ceci, cette démonstration désinvolte, presque méprisante, de ressources illimitées. Ils n'illuminaient pas seulement leur ville, ils marquaient le ciel nocturne, déclarant leur maîtrise sur l'une des forces fondamentales de l'existence humaine. Vos villes, elles sont sombres après le coucher du soleil, observe Quintus. Ce n'est pas une question. Nous apprécions la paix du soir, répond Vologacès, retrouvant son assurance. Les étoiles sont notre guide et le clair de lune suffit aux sages. Quintus donne un signe de tête bref et sec, comme s'il reconnaissait une coutume pittoresque et provinciale. Nous avons des hommes qui étudient les étoiles, sur la colline du Janicule, mais l'empereur Hadrien estime qu'un citoyen romain ne devrait pas avoir à craindre l'obscurité dans sa propre capitale. La peur est un outil pour les rois inférieurs pour maintenir leurs sujets recroquevillés chez eux. Ici, la ville appartient au peuple, de jour comme de nuit. La lumière est un symbole de la vigilance de l'empereur. C'est la lumière du droit romain. Elle atteint partout. Vologaz voit la vérité dans cela. La lumière n'est pas seulement pour la commodité, elle est pour le contrôle. Elle étend la portée de l'État, de la surveillance, des autorités. Elle rend les secrets plus difficiles à garder, les complots plus difficiles à ourdir. C'est une forme subtile et omniprésente de surveillance, acceptée et même accueillie par la population comme un cadeau. Il imagine le rapport qu'il devra écrire pour le roi Osroès. Comment peut-il expliquer cela ? Comment peut-il transmettre l'impact psychologique d'un pouvoir si vaste qu'il peut se permettre de brûler un fleuve d'huile d'olive chaque nuit simplement pour prouver qu'il le peut ? Trajan avait envoyé des légions au-delà du Tigre, un acte de guerre direct qu'il comprenait et auquel il pouvait riposter. Ceci, c'était tout autre chose. C'était une guerre de culture, de logistique, d'idées, et c'était une guerre que la partie n'était pas équipée pour mener. « Viens », dit Quintus en se détournant de la perspective. « Tu as vu la ville ? Maintenant, tu verras comment vit son maître. » Alors qu'ils redescendent dans les rues illuminées, se dirigeant vers la masse imposante et sombre du mont Palatin, où se trouvait le palais impérial, Vologaz ressent une profonde appréhension. Il était venu à Rome, s'attendant à rencontrer un empereur. Il commençait à réaliser qu'il était venu à la cour d'un dieu qui forgeait ses propres soleils. Le mont Palatin est une île de calme relatif et de structures immenses et imposantes. L'énergie frénétique des rues en contrebas cède la place à une grandeur maîtrisée. Ici, la lumière est différente.
Ce n'est pas la lueur utilitaire des lampes publiques, mais l'éclairage délibéré et artistique de vastes cours de marbre et de colonnades. Des torches tenues dans des supports en bronze ouvragé projettent de longues ombres dansantes, donnant l'impression que les statues de dieux et d'anciens empereurs s'animent à la périphérie de leur vision. L'air est plus frais, parfumé au jasmin et au buis taillé des jardins du palais. Les seuls sons sont le craquement de leurs sandales sur le gravier méticuleusement balayé et le pas rythmé de la garde prétorienne, leurs casques ornés et leurs crêtes ornées de plumes pourpres, les identifiant comme les protecteurs personnels de l'empereur. Leur armure n'est pas le fer fonctionnel des légions, mais de l'acier poli, incrusté d'argent et d'or. Ce ne sont pas seulement des soldats, ce sont des symboles vivants de la puissance impériale. Ils ne sont pas conduits dans une grande salle du trône, mais dans un espace plus intime, une bibliothèque au sein de la Domus Flavia. Les murs sont tapissés de milliers de rouleaux, soigneusement empilés dans des casiers en bois, chacun portant une petite étiquette d'ivoire indiquant son contenu. Philosophie grecque, histoire romaine, traités militaires, poésie. L'air sent le papyrus, le cèdre et le vieux cuir. Au centre de la pièce, assis à une grande table en bois couverte de dessins architecturaux et de tablettes de cire, se trouve un homme. Il n'est pas ce que Vologazès attendait. Il porte une simple tunique militaire de laine sombre, sans ornement, du genre que pourrait porter un officier supérieur en campagne. Sa barbe, une nouveauté chez les empereurs romains, et un clin d'œil au philosophe grec qu'il admirait tant, est soigneusement taillé. Ses cheveux commencent à se dégarnir et son visage est celui d'un érudit, non d'un roi guerrier, intelligent, las et marqué par les fines rides d'une intense concentration. Il ne se lève pas lorsqu'ils entrent. Il relève simplement les yeux d'un dessin de plafond voûté, ses yeux gris, si semblables à ceux du tribun, les évaluant avec un calme, une concentration déconcertante. C'est César Traianus Hadrianus Augustus. Vologacès l'Arsacide, dit Hadrien, sa voix un baryton discret. Son grec est impeccable, la langue de la diplomatie et de la haute culture, un choix délibéré pour les placer sur un pied d'égalité intellectuelle plutôt que politique. Vous avez vu ma ville. Je suis sûr que Quintus a été un guide convenable. Il a été des plus minutieux, César, répond Vologacès en inclinant légèrement la tête. Artabanus, à ses côtés, effectue une révélation plus respectueuse et profonde. Hadrien désigne les chaises en face de lui. « Asseyez-vous. Du vin ?» Sans attendre de réponse, il fait signe à un esclave qui verse silencieusement 3 gobelets de vin noir falernien. « Quintus me dit que vous avez été impressionné par nos lumières. C'est une démonstration de... ressources considérables, César, dit Vologacès avec précaution. Hadrien se penche en arrière, joignant ses doigts. C'est une démonstration d'ordre. La plus grande ressource de tout empire n'est ni l'or, ni même le grain. C'est l'ordre. Mon divin père, Trajan, était un maître de la conquête. Il a poussé les frontières de cet empire à leurs limites. Une réalisation magnifique. Mais une ligne étirée est une ligne faible. Un corps qui grandit trop sans renforcer son cœur s'effondrera. Il tapote le dessin architectural devant lui. Ce sera un temple à tous les dieux, le Panthéon. Son dôme sera la plus grande sphère autoportante jamais construite. Un problème d'ingénierie. L'Empire est un problème d'ingénierie, Vologacès. Comment soutenir le poids immense de tant de cultures, tant de peuples, tant de menaces, sans qu'il ne s'effondre sur lui-même ? Il marque une pause, prenant une gorgée de vin. Ses yeux ne quittent jamais ceux de l'envoyé Parthe. Vous voyez, vous êtes venu ici en vous demandant pourquoi j'ai abandonné les conquêtes de Trajan en Mésopotamie, pourquoi j'ai cédé des territoires qui avaient été payés en sang romain. Votre roi Osroès pense que c'est un signe de faiblesse. Il se trompe. Hadrien se penche en avant, sa voix tranquille prenant une teinte dure et métallique. C'était un signe de force.
la force de connaître nos limites, la force de choisir nos batailles, la force de construire un mur en Britannia et de fortifier le Rhin et le Danube, plutôt que de chasser des tribus nomades dans les déserts de Parthie. La lumière que vous avez vue ce soir n'est pas pour vous. Elle est pour les citoyens de Rome. Elle leur dit que l'Empire est en sécurité, que le grain arrivera, que les légions montent la garde sur une frontière stable et bien défendue. Elle leur dit que leur empereur est ici, au cœur du monde, construisant des temples et des aqueducs, pas mourant de fièvre dans un avant-poste oublié à 1000 lieues de chez lui.